Notre dernière étape dans cette session d'actualité matinale avec Nicolas Régny, que j'invite sur scène pour parler de la distribution préventive de comprimés d'iode stable. Vous êtes le bienvenu. Je vous en prie. Je vous laisse. Monsieur le Président de l'ANCLI, Monsieur le Président de l'Autorité de Sûreté Nucléaire, Mesdames, Messieurs les Présidents et membres des CLI et des CLIN, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités. Donc, je me présente Nicolas Régny du ministère de l'Intérieur, que je représente aujourd'hui au titre de la Sécurité civile, la direction générale qui suit la distribution des comprimés d'iode, en lien bien sûr avec les exploitants et l'autorité de sûreté. Alors tout d'abord, aujourd'hui, c'est un moment un peu personnel pour moi parce que je suis issu de l'administration territoriale. J'ai été chef de service en préfecture, j'ai été sous-préfet pendant de nombreuses années, pratiquement une trentaine d'années. Et donc, j'ai participé à de nombreuses CLI depuis une trentaine d'années. Alors, je vais commencer du côté de Saint-Laurent-des-Eaux à la fin des années 90. Ensuite, ça a été en Isère avec la commission locale d'information, bien sûr, de Saint-Alban et celle du budget qui est dans l'Ain, mais sur lequel nous intervenons aussi, en tout cas nous intervenions, bien entendu. Et puis plus récemment, en tant que sous-préfet de Caunes, j'étais juste à côté de la centrale de Belleville, donc j'ai eu l'occasion évidemment de connaître le travail qui est fait par les CLI, le rôle important et primordial que tiennent les CLI auprès de la population locale, auprès des élus locaux, pour faire connaître le risque nucléaire, pour développer une culture de risque, une culture de prévention et de connaissance des gestes à prendre par rapport à des choses qui pourraient arriver. Naturellement, les pouvoirs publics mettons tout en œuvre pour que ça n'arrive jamais. Pour autant, il faut s'y préparer. Évidemment, c'est l'objet de la distribution préventive d'iode stable. Ce que je voudrais dire aussi en introduction, c'est qu'on est la semaine de la journée nationale de résilience, parce que vous le savez probablement, la journée nationale de résilience a été fixée par une loi de 2023, donc au 13 octobre. Alors c'est une date entre guillemets de repère générique, mais vous le savez, la résilience c'est toute l'année. Et je tenais à souligner l'importance, le rôle que jouent les CLI pour aussi relayer la résilience auprès de nos concitoyens. Et je sais que vous êtes de nombreux à faire des actions dans le cadre de ces journées nationales de résilience. On a cité d'ailleurs tout à l'heure le village de la résilience qui va être monté à Belleville début novembre. Il y a aussi d'autres actions. Voilà, donc je tiens à remercier et souligner l'implication des CLI, pas que des CLI, mais en tout cas notamment des CLI dans l'organisation des journées nationales de résilience. Et sachez que nous sommes là pour vous accompagner. Quand je dis nous sommes là, c'est bien sûr l'administration centrale, mais aussi bien entendu le réseau des préfectures, des services de protection civile et des sous-préfets. Parce que vous avez souvent au niveau local un lien fort avec le sous-préfet d'arrondissement qui est concerté par le site. Donc je vous incite bien entendu à garder ce lien très fort. N'hésitez pas à prendre contact avec eux, n'hésitez pas à les rencontrer, à les associer à vos démarches et à vos travaux pour qu'évidemment on continue ensemble de travailler à la prévention des risques et à la connaissance des risques, la sensibilisation de nos concitoyens. J'ai l'impression qu'il y a un petit écho, non ? Non, on n'a pas d'écho, c'est bon. Voilà, donc passons peut-être au point principal de mon intervention, distribution préventive de l'iode stable. Donc dans l'iode stable, il y a stable. Alors il n'y a pas beaucoup de changements en ce qui concerne le comprimé lui-même. Ça reste un comprimé de 65 microgrammes, distribué dans des boîtes qui sont les mêmes qu'auparavant, dans des boîtes de 10 comprimés chacun, donc avec une distribution qui est faite en fonction du nombre de... Le principe, c'est une boîte par foyer, sauf si, bien sûr, dans le foyer, il y a un certain nombre de personnes en plus. Donc, on peut avoir plusieurs boîtes, bien entendu. La posologie aussi est stable. Il n'y a pas de changement en fonction de l'âge. La posologie peut être différente. Tout ça, on peut y revenir s'il y a besoin de détails. Le seul changement, il y a quand même un, c'est qu'on a augmenté la péremption. On a obtenu l'augmentation de la péremption des comprimés qui est passée donc à 10 ans pour cette nouvelle distribution qui commence en 2024 et qui va se continuer en 2025. Alors tout ça a fait bien sûr l'objet d'un long travail préparatoire avec les exploitants, l'autorité de sûreté et évidemment les ministères concernés. Je salue le ministère de la Santé qui est associé, le ministère des Armées pour les sites militaires et aussi d'autres ministères comme le ministère de la Transition écologique. Bref, tout ça est le fruit d'un travail. Cette nouvelle distribution se veut un peu plus souple. Alors, Monsieur le Président, d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de coup de gueule par rapport à la rigidité du sujet. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas facile parce que le comprimé, quoi qu'il arrive, ça reste ça reste un médicament. Et un médicament, ça ne se distribue pas comme des bonbons, si je puis dire, et ça passe forcément par les pharmacies. Voilà. Pour autant, on peut être innovant et vous verrez qu'il y a quand même quelques innovations, quelques souplesses qui ont été introduites pour cette nouvelle campagne de distribution. Voilà, donc c'est une campagne de distribution et de renouvellement, donc distribution pour les personnes qui seraient arrivées, qui n'auraient pas eu l'occasion d'avoir ces comprimés auprès des sites nucléaires, mais aussi bien sûr renouvellement, puisque la précédente
distribution générale dans le rayon de 0 à 10 km daté de 2016, donc on arrive à péremption pour ces comprimés. Voilà, rappelez effectivement que ça concerne prioritairement la population qui est dans les rayons des plans particuliers d'intervention, les plans de secours, donc autour des centrales nucléaires et des autres sites nucléaires. Donc je rappelle les rayons pour mémoire, donc en tout cas rayon de 10 km pour les sites nucléaires. Alors vous savez, maintenant le rayon est porté à 20 km, j'y reviendrai tout à l'heure, donc il y a une distribution un peu particulière qui est ciblée cette fois-ci en tout cas sur le rayon de 0 à 10 km. Donc pour les 18 sites nucléaires d'EDF, on a un rayon de 5 km pour les sites militaires, donc des bases maritimes, des bases navales secrètes. 5 km aussi pour le site du CEA à Cadarache. Et puis alors, j'évoquerai quand même le petit poussé, si je puis dire, l'Institut de Langevin à Grenoble, que je connais bien, l'ILL. Donc lui, il y a un rayon de 500 mètres de mémoire. Et donc, voilà, donc là, c'est beaucoup plus modeste. Et d'ailleurs, je crois pouvoir dire que la distribution a déjà été faite autour de l'Institut de Langevin, puisque là-bas, la problématique n'est pas tant les habitants, puisqu'il y a à peu près 400 habitants concernés, mais surtout les entreprises, puisque l'Institut de Langevin est situé dans un polygone scientifique où il y a de nombreuses entreprises qui sont présentes. Et il y a la problématique, évidemment, des salariés d'entreprise. C'est une problématique qu'on retrouve sur les autres sites nucléaires, mais qui est très prégnante autour du site de Grenoble pour l'Institut de Langevin. Vous dire aussi que ça concerne à peu près 500 communes, dont cette campagne de distribution 2024-2025 concerne à peu près 500 communes sur le territoire français. Je rappelle à l'occasion qu'à partir du moment où il y a un bout du territoire d'une commune qui est concernée, on donne la possibilité à tous les habitants de la commune d'avoir accès à ces comprimés gratuitement. Je rappelle effectivement que c'est une distribution gratuite. Un ordre d'idée, donc ça concerne à peu près 1 150 000 personnes. De mémoire, d'après les chiffres, 550 000 personnes autour des sites nucléaires EDF. 580 000 autour des sites nucléaires EDF et 550 000 autour des sites militaires. Voilà, donc je veux parler de souplesse introduite dans le dispositif. La souplesse vraiment importante, c'est cette année, pour la première fois, aucun justificatif de domicile est demandé, aucun bon de retrait. Voilà, tout ça est supprimé, vous avez connu ça depuis de nombreuses années. Donc pour la première fois, il n'y a pas de bon de retrait, aucun justificatif de domicile. Donc ça fait un lien évidemment avec les gens qui ne seraient pas dans les rayons complètement stricto sensus, les gens qui habitent entre 10 et 20 km, qui ont eu droit à une distribution en 2019-2020. S'ils veulent aller chercher, on ne va pas leur demander un justificatif de domicile, donc n'importe qui, entre guillemets, peut aller retirer dans les pharmacies concernées, dans les pharmacies partenaires, peuvent aller retirer les comprimés. D'ailleurs, moi-même, j'arrive à Paris, si l'envie me prenait d'aller à Nogent, par exemple, qui est, je crois, la plus proche centrale de Paris, je pourrais très bien aller me présenter à une pharmacie de Nogent, demander à avoir une boîte de comprimés d'iode. Voilà ce que je peux dire, en tout cas, il faut le rappeler, cette campagne de sensibilisation, c'est vraiment la priorisation, en tout cas autour des sites nucléaires, autour des moins de 10 km. L'idée aussi, évidemment, tout ça a été formalisé par une circulaire qui est envoyée au préfet le 5 juillet dernier. L'idée, c'est d'harmoniser aussi les méthodes de distribution. Donc, on a un travail qui est important qui a été fait aussi de l'Ordre des pharmaciens, il faut le souligner. Donc, c'est évidemment, l'Ordre des pharmaciens est très impliqué dans cette distribution. Donc, ce n'est pas nouveau, mais pour autant, les modalités de distribution sont un peu changées. Donc, on a travaillé avec eux, évidemment, pour préparer tout ça. Alors, je l'ai dit, donc il n'y a aucun bon de retrait. Ça, c'est pour les particuliers. Hein. Ça, ce n'est pas valable pour les chefs d'entreprise ou chefs d'établissement. Parce que, comme vous le savez, autour des sites nucléaires, qu'ils soient civils ou militaires, on a des entreprises, on a des établissements ensemble publics, notamment des écoles, mais pas que. Donc, dans ce cadre-là, il incombe la responsabilité du chef d'établissement de remplir un bon de retrait. Donc là, pour le coup, le bon de retrait a été maintenu pour les chefs d'établissement, pour les chefs d'entreprise, et un bon de retrait qui est diffusé, qui permet à chaque chef d'établissement, chaque chef d'entreprise, de remplir lui-même. C'est une feuille A4, un bon de retrait assez simple. Il fait une estimation des personnes qui sont reçues chez lui, qui fréquentent son établissement, et puis il fait une estimation du nombre de boîtes de comprimés dont il a besoin. Et après, donc, il se présente auprès de la pharmacie de proximité pour demander le retrait du stock de comprimés dont il a besoin, qu'il devra bien entendu stocker dans les conditions adéquates qui sont prévues. Bon, je rappelle que c'est un médicament en termes de conservation au sec, à l'abri du soleil. Enfin, c'est des choses qu'on connaît pour tout un chacun, pour nos médicaments, dans notre pharmacie personnelle. Là aussi, il n'y a pas de nouveauté. Voilà, simplement ce que je peux dire pour les modalités de distribution auprès des entreprises. Je ne suis pas sûr qu'elles ont encore commencé, des entreprises et des établissements. Donc là, évidemment, comme c'est un bon de retrait, il y a peut-être un petit décalage dans le temps par rapport à la préparation.
Ce qu'on peut dire en termes, en tout cas, de calendrier, je vais y venir, c'est qu'on commence la distribution auprès des sites nucléaires pour les particuliers. Donc il y a une campagne de communication qui a été faite, qui a été lancée à partir du 15 septembre. Donc un gros effort de communication auprès des sites nucléaires en lien avec EDF, donc entre le 15 septembre et le 15 octobre. Et par contre, il y aura un petit décalage pour les sites nucléaires militaires, où là, la campagne de communication aura lieu plus tôt en janvier. Donc la distribution sera plus tôt annexée sur 2025. Voilà, l'opération est un peu décalée pour les sites militaires. Sur l'organisation, rappelez qu'il y a un comité de pilotage national qui se réunit. Il s'est réuni le 3 septembre. D'ailleurs, l'ANCLI était représenté avec Monsieur le Président. Donc, il fait le point sur ces modalités de distribution, coordination de ces modalités de distribution, et aussi examen des moyens de communication, voir effectivement tout ce qui peut être amélioré. Et donc, dans ce cadre-là, on a reçu bien sûr l'ordre des pharmaciens pour faire le point avec eux. On a eu l'occasion de se caler aussi sur les messages de communication à passer à nos concitoyens, les moyens aussi de les diffuser. On y reviendra sur l'aspect support de communication, vecteur de communication. Ce comité de pilotage national se réunira à nouveau le 3 décembre pour faire un premier point, première étape de distribution des comprimés d'iode. L'idée étant vraiment effectivement de travailler tous ensemble pour améliorer la distribution, la couverture, si je puis dire, de distribution des comprimés d'iode auprès de nos concitoyens. Et au niveau départemental, sous l'autorité du préfet coordinateur, vous le savez, il y a un préfet coordinateur pour chaque site nucléaire. Donc un comité de pilotage départemental s'est réuni, en lien bien sûr avec les CLI et les CLIN, pour faire le point sur le calendrier, les modalités de distribution, et pouvoir entendre aussi effectivement les propositions qui peuvent venir à la fois des élus locaux. Quand j'ai les locaux, c'est bien sûr les maires, c'est aussi le conseil départemental et bien sûr les membres des CLIN et des CLI. On y associe bien entendu au niveau local l'ordre des pharmaciens. Je crois savoir que d'ailleurs l'EDF a réuni pour chaque site nucléaire qu'il concerne, les pharmaciens concernés, leur proposer une réunion de concertation pour l'expliquer localement la déclinaison, comment ça se présentait, comment a été faite cette campagne 2024-2025. Voilà, donc un échelon de suivi de pilotage au niveau national, à l'échelon de suivi de pilotage au niveau départemental, et un rôle primordial des CLI, des CLIN qui se réunissent. Je sais d'ailleurs que c'est traditionnellement, souvent d'ailleurs au mois d'octobre, c'est souvent un mois où il y a des réunions de CLI pour y voir participer plusieurs fois. Donc je pense qu'évidemment c'est des sujets, et je remercie les présidents de CLI et de CLIN qui se sont associés à cette campagne de distribution en la faisant connaître, parce que vous êtes un relais. On a parlé de facilitateur, monsieur le dessinateur est un facilitateur, et vous êtes aussi des facilitateurs auprès de nos concitoyens pour faire connaître les modalités de distribution des comprimés d'iode, mais de manière plus large, bien sûr, la connaissance du risque nucléaire, et de manière plus large aussi les risques majeurs, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a une intervention, on sait bien que les risques naturels, on parle maintenant d'ailleurs de risques NatTech, en gros une conjonction de risques naturels et technologiques. Donc on sait bien que les centrales nucléaires sont près et forcément près, je dirais, de cours d'eau ou de mer, donc ont besoin d'être refroidis. Donc on sait bien que les événements climatiques, les événements naturels peuvent avoir un impact sur les sites nucléaires. Donc aujourd'hui, votre rôle aussi dans les CLI et les CLIN, c'est aussi de travailler effectivement sur la sensibilisation de nos concitoyens, non seulement au risque nucléaire, mais aussi de manière plus générale au risque majeur. Et je sais que vous le faites. Et d'ailleurs cet après-midi, j'ai vu qu'il y avait quelque chose sur les risques territorialisés. Voilà, on sait bien qu'effectivement, un territoire est soumis à de nombreux risques et ils peuvent malheureusement se coordonner dans des événements climatiques ou malveillants. Voilà, sur la communication, donc il y a un support de communication qui a été mis en place par EDF, donc il y a un support qui a été distribué. Alors c'est un kit de communication qui est adaptable. Alors évidemment, par affichage, par communiqué de presse, par voie de presse, mais aussi bien entendu sur les sites internet, les réseaux sociaux. Alors, le président de l'autorité de sûreté l'a dit tout à l'heure, on sait bien que la limite des sites internet aujourd'hui, des réseaux sociaux, il faut qu'on puisse travailler sur de nouveaux supports. Donc on est preneur aussi évidemment de vos propositions pour améliorer les choses. Et vous avez fait allusion, monsieur le président, tout à l'heure à notre rencontre au Québec il y a 13 ans, 13 et 14 ans, sur la communication de crise, un forum avec nos amis québécois. À l'époque, je me souviens qu'on parlait encore pas beaucoup, alors ça commençait à venir, mais on ne parlait pas beaucoup des sites internet et encore moins des réseaux sociaux qui devaient être balbutiants. Donc tout ça pour dire que dans 10 ans, il y aura aussi d'autres choses, d'autres supports, d'autres vecteurs. C'est à nous de s'adapter, de remettre le cœur à l'ouvrage régulièrement pour trouver d'autres moyens de faire connaître à nos concitoyens, de les sensibiliser. Ça passe bien entendu aussi par les plus jeunes. On sait que les écoles, que les publics scolaires sont des publics qui sont relayeurs aussi d'informations auprès de leurs parents pour les sensibiliser. Donc c'est un sujet aussi sur lequel on travaille. On a parlé aussi du village de la résilience tout à l'heure à Belleville. Je comprends que les écoles vont venir au village de la résilience
Ça se fait aussi dans d'autres opérations dans le cadre de la Journée nationale de la résilience. Donc je vous invite effectivement, vous-même en tant que président et membre de CLI et de CLIN, d'associer effectivement quand c'est possible, en lien avec les élus, les maires locaux, de pouvoir associer les écoles, les lycées, voire les universités pour ceux qui en ont, évidemment à aller aux campagnes de sensibilisation et à la connaissance des risques majeurs et des gestes qui sauvent, si je puis dire, auprès de nos concitoyens. Donc là, Nicolas, je viens d'afficher merci, c'est gentil. la page effectivement, vous avez où on voit le support de communication. Le support de communication développé par EDF en lien avec nous. Donc vous voyez qu'apparaît en gros, j'anticipe, je vais retirer mes comprimés d'iode et on rappelle bien que c'est gratuit. Voilà, on a aussi le visuel de la boîte de comprimés. Donc pour ceux qui le connaissent, il n'a pas changé, hein. Il était le même il y a 25 ans. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter là-dessus. Quand on avait lancé, j'étais en poste en Loir-et-Cher. C'était vers 98 quand il y a eu la première campagne de distribution de comprimés d'iode. Donc j'avais travaillé, j'étais chargé de communication à l'époque. On avait travaillé sur les supports de communication avec le président de la CLI de Saint-Laurent-des-Eaux. Je pense qu'il y a quelqu'un de Saint-Laurent-des-Eaux qui doit être là aujourd'hui. À l'époque, c'était Michel Emer, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous l'avez connu. Voilà, on avait travaillé, et je veux dire qu'à l'époque, il y avait une certaine appréhension des élus par rapport à ces distributions de comprimés d'iode. Certains élus considérant que ça allait créer de la panique, des grosses inquiétudes, des grosses angoisses auprès de nos concitoyens. Donc, heureusement, ça n'a pas été le cas. Pour autant, il ne faut pas banaliser effectivement ce risque et il faut le faire connaître et remettre sans cesse le cœur à l'ouvrage pour le faire connaître. Donc j'en profite pour saluer les gens de la CLI de Saint-Laurent avec qui j'ai travaillé il y a très longtemps. Voilà, dire aussi que ces supports de communication ont été relayés sur les sites internet. Alors d'abord, une première part aussi pour la bonne information des concitoyens, on a créé une carte interactive sur le site du ministère de la Santé, santé.gouv.fr, où on tape le nom de sa commune et on a accès aux adresses précises, vraiment très précises, des pharmaciens sur lesquels on peut se rendre pour retirer gratuitement des comprimés. Alors, ce lien santé publique est repris sur les autres sites, évidemment, Géorisque notamment, puisqu'il y a un lien avec l'ensemble des risques, je l'ai dit tout à l'heure, à la fois des risques naturels et technologiques. Donc cette cartographie a été mise en lien avec les autres sites qui sont partenaires de cette opération. Donc le site Géorisque du ministère de la Transition écologique, le site de l'Ordre des pharmaciens aussi, qui est associé, qui relie aussi l'information, le site de l'ASN bien entendu, et puis les sites de préfecture, les réseaux sociaux et bien entendu les sites EDF, je n'allais pas les oublier, enfin pardon, les pages Facebook d'EDF, parce que je crois que c'est plutôt des pages Facebook qui existent au niveau local. Bref, l'idée c'est de relier, de faire connaître cette information et tous les vecteurs de multiplication de l'information, des supports sont les bienvenus et je vous incite évidemment à votre niveau, quand vous avez des sites internet, dans les CLI et les CLIN, à relier ce support informatique, relier les informations, le kit de communication qui est mis à disposition gratuitement. Pour finir, quelques chiffres à vous donner par rapport aux pharmaciens impliqués. En ce qui concerne les sites EDF, on est à 245 pharmaciens partenaires de la distribution. C'est pratiquement le même nombre de pharmaciens pour les sites militaires. Alors vous me direz, il y a beaucoup moins de communes, parce qu'on a 500 communes autour des sites nucléaires d'EDF, et on n'en a que 3 ou 4, enfin un peu plus peut-être, en tout cas une dizaine pour les sites militaires. Et pourtant, comme vous le savez, les sites des bases navales sont situés en agglomération, proches d'agglomérations, donc Brest, Cherbourg et Toulon. Et donc il y a beaucoup d'habitants, et donc finalement il y a autant de pharmaciens impliqués dans la distribution autour des sites nucléaires militaires que des sites nucléaires civils. Voilà, donc en gros, ça fait à peu près 1 millier de pharmaciens, 500 pharmaciens qui vont être impliqués au niveau national. Donc 1er octobre, là c'est les chiffres EDF, 151 000 boîtes de 10 comprimés ont été déjà distribuées dans les 245 pharmacies autour des centrales nucléaires. Donc ce que je peux dire pour finir, d'abord, on a tout ce qu'il faut en quantité suffisante, donc il y en aura pour tout le monde, si je puis dire, et donc on compte sur vous, bien sûr, pour relayer l'information, pour faire connaître l'information, dans le cadre des Journées nationales de résilience, mais aussi de manière générale dans votre activité pérenne que vous avez au fil des mois et des années. Donc cette distribution ne fait que commencer. Il y a probablement des bonnes idées à avoir, des choses qui peuvent venir de vos suggestions, de vos propositions. N'hésitez pas à nous en faire part. Donc il n'est pas trop tard pour avoir des bonnes idées. Et tous ensemble, il faut qu'on puisse travailler à cette amélioration de la couverture, de la distribution de comprimés d'iode, à cette amélioration aussi de la résilience de notre population, de nos concitoyens. Voilà, donc c'est un travail collectif que nous menons et évidemment les pouvoirs publics, nous travaillons ensemble avec vous, CLIN et CLI, pour améliorer tout cela. Voilà, donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions et à vos suggestions, voire vos propositions.
Merci Nicolas Régny. En effet, 15 minutes de questions-réponses avec vous. Je remets votre dernière diapo. Alors, les questions qui arrivent sur la tablette, il y a 2 questions que je réunis sur pourquoi ne pas faire une campagne sur le 0-20 km. Alors, effectivement, c'est des sujets qu'on s'est posés, sachant qu'il y a vous savez que c'était une décision du ministère de l'Environnement, en tout cas du gouvernement, il y a un peu moins de 7-8 ans, je crois, d'élargir les rayons PPI de 10 à 20 km. Et dans ce cadre-là, effectivement, on s'est trouvé dans une situation où les gens entre 0 et 10 km avaient déjà eu la possibilité d'avoir des comprimés, ce qui n'était pas forcément le cas pour les gens entre 10 et 20. Donc il y a eu une distribution partielle qui a été faite, si je puis dire, en tout cas qui concernait principalement entre 10 et 20, qui a été fait plus récemment. Donc c'est la dernière fois où on sera entre guillemets différent, puisque la prochaine fois, on espère passer une distribution pérenne qui concerne tout le monde en même temps. Donc là, cette fois-ci, il y a un décalage. Pour autant, je l'ai dit tout à l'heure, entre 10 et 20, on peut très bien aller chercher ces comprimés, se présenter à une pharmacie dans le rayon des 10 pour avoir des comprimés. Donc il n'y a pas d'exclusive, c'est ouvert à tout le monde, si je puis dire. J'ai cru comprendre que le nombre de pharmacies participant à la campagne était très faible. Vous l'avez quantifié, 245 plus les 250 autres sur site à peu près militaire. 500, tout à fait. Oui. Quelles sont les pistes pour redresser la barre, pour engager davantage de pharmacies ? Alors, l'accord actuellement est uniquement avec les pharmacies qui sont autour des centrales nucléaires, mais effectivement, il y a des pistes de réflexion. L'ordre des pharmaciens est ouvert, bien sûr, à la discussion pour élargir effectivement le nombre de pharmaciens associés à l'affaire. Qui prend en charge le coût de cette distribution ? Combien ça coûte ? Alors, le coût est pris en charge par l'exploitant, donc c'est principalement EDF et le ministère des Armées, puis le CEA, évidemment, qui prend en charge complètement les coûts, qui rémunère d'ailleurs. Il y a aussi une rémunération des pharmaciens qui sont associés à l'opération, donc c'est un coût qui est neutre, évidemment, pour l'État. Je continue, Nicolas, vous êtes... Allez-y. Vous êtes préparé. Pouvez-vous préciser comment est constituée la liste des entreprises ERP ? Alors, pour la liste des établissements en santé publique, on prend la liste simplement. Vous savez qu'il y a un répertoire départemental des établissements en santé publique, puisque les ERP, comme on dit, sont soumis à des visites, en tout cas des avis de la commission de sécurité, la commission départementale de sécurité, qui est d'ailleurs présidée par le préfet ou son représentant. Moi-même, j'ai eu l'occasion de la présider pendant de nombreuses années. Et dans ce cadre-là, on prend le listing simplement des établissements en santé publique déclarés, en tout cas qui sont connus. Et donc, on est amené à prendre ce listing pour écrire à chaque chef d'établissement pour l'informer de la situation, lui envoyer le bon de retrait. Après, pour les chefs d'entreprise, on passe par les directions locales, en tout cas les représentants locaux du ministère du Travail. Donc aujourd'hui, c'est les DETSPP, enfin, selon les départements, une appellation un peu différente. Donc là, c'est pareil, on prend des listings existants de chefs d'entreprise sur le secteur concerné. La distribution de comprimés d'iode ne doit-elle pas s'accompagner d'une sensibilisation sur les scénarios de gestion de crise, l'iode n'étant qu'un maillon de la réponse à la crise ? Alors oui, bien sûr, la distribution des comprimés d'iode peut être l'occasion de sensibiliser effectivement nos concitoyens effectivement aux scénarios d'accidents qui peuvent arriver. Comme je l'ai dit, les pouvoirs publics font le maximum pour que ça n'arrive jamais, mais pour autant, il faut s'y préparer, il faut effectivement sensibiliser la population au scénario, tout à fait. C'est d'ailleurs le rôle des CLI et des CLIN aussi de relier effectivement tout cela. Pourquoi ne pas faire une distribution en mairie pour être sûr que les citoyens impactés ont bien reçu leur boîte ? Alors là, c'est tout simple. Je l'ai dit tout à l'heure, l'iode, le comprimé d'iode est un médicament. Donc, alors, sauf si le maire est pharmacien, ça peut arriver. D'ailleurs, j'ai connu quelques cas. Donc, c'est une boutade, bien entendu. Donc, la distribution se fait en pharmacie. Voilà, je le rappelle, c'est un médicament, c'est classé comme médicament, donc ça peut ne se faire qu'en pharmacie. C'est comprimé ? Oui, allez-y. Non, simplement, je disais, on peut avoir tout à fait, dans le cadre de propositions un peu innovantes, on peut avoir des pharmacies hors les murs. On peut imaginer qu'un pharmacien tienne un stand. Enfin voilà, j'ouvre la proposition, mais on sait que ça se fait sur d'autres sujets. Ça doit être distribué par un pharmacien. Et bon, c'est habituellement en pharmacie, mais la pharmacie peut être aussi délocalisée. Il peut y avoir des opérations qui soient faites dans ce sens-là. Et donc, c'est peut-être des choses à travailler au niveau local. Monsieur le président de l'Ancli voulait intervenir depuis un moment. J'ai une dame qui patiente depuis tout à l'heure dont je n'avais pas vu la main levée. Pardonnez-moi, madame, bonjour. Et après, je vous passe le micro. Excuse-moi, Jean-Claude, je te passe devant. Donc, Maïté Noé, je suis adjointe à la mairie de Vinon-sur-Verdon qui se trouve à côté du centre de Cadarache, qui fait partie donc des 5 km. Oui. Et je suis vice-présidente de la CLI de Cadarache. Par rapport à tout ce que vous venez de nous exposer, moi j'ai une petite problématique dans le sens où on nous demande des statistiques, ce qui est tout à fait normal, pour savoir si la population est bien venue récupérer ses comprimés d'iode. Or, cette année, il ne va pas y avoir de bons de retrait.
Après, ça dépend des préfectures qui prennent des décisions différentes. Non, il n'y a pas de bon de retrait pour les particuliers, hein, quel que soit l'endroit en France. Je rappelle que c'est un comité de pilotage national. L'instruction du 5 juillet est une instruction du Premier ministre, d'ailleurs signée par le Premier ministre, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc il n'y a pas de bon de retrait pour les particuliers. Pour autant, effectivement, un des biais, un des effets pervers de la distribution sans bon de retrait, c'est effectivement il sera plus compliqué de comptabiliser, entre guillemets, les personnes qui sont venues chercher leurs comprimés et ceux qui ne sont pas venus les chercher. Pour autant, l'idée, c'est d'avoir une distribution la plus large possible et la plus souple possible. Voilà, on a voulu supprimer, en tout cas, des choses qui pouvaient rebuter et peut-être freiner la distribution. Donc là, la quantification de la distribution se fera par les remontées des pharmaciens, parce qu'eux, ils tiennent par contre une comptabilité. Mais je suis étonné qu'on vous ait demandé une comptabilisation à vous-même. J'ai un peu surpris de la démarche. Alors, sur la dernière distribution de comprimés d'iode, en 2017, avec la préfecture, justement, c'est la mairie. Moi, je suis en charge de cette thématique, puisque je suis responsable de la protection des populations dans ma commune. On avait mis au point avec le pharmacien, justement, qu'il me récupérait les bons de retrait, et j'avais comptabilisé tous ces bons de retrait de façon à transmettre à la préfecture la proportion de personnes qui étaient montée à 85% quand même de la population, contrairement à 2012. Donc je trouve que c'était important, et je trouve dommage que justement on n'ait plus... bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui prends les décisions de toute façon. Maintenant, pour les ERP, il nous a été demandé par la préfecture, puisqu'on a les plans communaux de sauvegarde qui sont mis à jour, donc qui comportent tous les nouveaux ERP aussi dans les communes, de leur donner justement la liste, de compléter, disons, par rapport à tout ce que fait justement de votre côté l'État, de leur compléter cette liste justement des ERP, ainsi que celle des établissements scolaires. Ça nous a été aussi demandé. Et j'ai eu une réunion hier après-midi en visioconférence justement avec ma préfecture, donc ce sont des nouvelles que j'ai apprises hier. La seule problématique, c'est qu'on a maintenant une quinzaine de jours pour préparer la communication, pas plus, puisque notre distribution ne se fera qu'en début novembre. Et la communication n'a pas été préparée ni par une réunion préfectorale, ni par quoi que ce soit. On n'a pas eu encore. La première réunion que l'on va avoir à ce sujet est le 14 octobre. Donc, ma question, est-ce que... comment va-t-on pouvoir, la CLI et la municipalité, puisqu'on travaille en accord, comment va-t-on pouvoir vraiment aborder ce sujet avec la population en sachant que l'on va faire une réunion publique déjà, qui est demandée par la population pour les avertir. Et je pense que le délai est un petit peu trop court. Ça ne dépend pas de ma préfecture, puisque ça ne dépend de personne. Enfin, c'est comme ça dans le raisonnement pour l'instant. Donc je crois que ça va quand même poser des problèmes. On parle de communication, on va en parler cet après-midi, puisque je fais partie de la première table ronde d'information au public. Et là, on se retrouve un petit peu piégé par ce fait qu'ils n'ont pas pu donner l'information avant, puisqu'ils n'ont eu le décret qu'au mois d'août. Donc, l'information n'a pas pu être passée assez tôt et suffisamment tôt. Et voilà, un délai trop court. Oui, je pense que c'est un gros problème pour cette année. C'est la seule chose pour l'instant que j'ai remarqué, mais je me chargerai de faire remonter le reste après. Alors, plusieurs points, votre intervention. D'abord, pour les ponts de retrait, effectivement, je l'ai dit, c'est une souplesse qu'on a introduite. Effectivement, c'est dommageable parce qu'on aura moins un suivi très particulier des habitants. Mais voilà, encore une fois, c'est un choix qui a été fait pour améliorer la couverture. Vous dire aussi qu'effectivement, je l'ai dit, on se base sur les fichiers de RP, mais ça n'empêche pas, effectivement, au niveau local, de confronter cette liste de RP avec la liste que peut avoir, effectivement, le maire sur sa commune. Et j'en profite d'ailleurs pour signer le rôle des maires dans le cadre de leur plan communal de sauvegarde, parce qu'évidemment, quand on est... maire d'une commune avec un plan communal de sauvegarde autour d'un site nucléaire, évidemment, le plan communal de sauvegarde a une coloration nucléaire assez importante et les dispositions doivent être conséquentes sur le sujet. Donc j'aurais pu le dire, effectivement. D'ailleurs, les supports de communication qui sont à mes dispositions peuvent être utilisés dans le cadre du plan communal de sauvegarde, aussi ce qu'on appelle le DICRIM, le dossier d'information sur risque majeur sur la commune. Donc n'hésitez pas aussi à le relayer. Voilà, donc ça, sur cet aspect-là, donc, il y a une initiative locale pour mettre à jour et confronter les listes. Moi, je trouve ça très bien. Alors, sur les délais, ou peut-être négocier les délais avec la préfecture concernée. Mais encore une fois, la distribution de comprimés d'iode, ce n'est pas une course, ce n'est pas les Jeux Olympiques. On n'est pas pressé. Donc, je veux dire, ça commence en ce moment, c'est sur plusieurs mois.
Donc, enfin, il n'y a pas de date butoir. Donc, je crois qu'il faut vraiment dédramatiser l'aspect délai. Il n'y a pas de délai. D'ailleurs, à l'avenir, ce qu'on souhaite, c'est avoir des distributions plus pérennes. Donc là-dessus, pas d'inquiétude sur les délais. Voilà, clairement pas d'inquiétude. S'il vous plaît, le micro. Saint-Alban. Pour Jean-Claude Delalonde, devant. Jean-Claude, en premier. Oui, lorsqu'en 2019, l'ANCLI, mais aussi l'ASN ont décidé de ne plus participer au fameux comité de pilotage d'organisation des campagnes de distribution d'iode, c'était par rapport à nos préoccupations conjointes qui n'étaient jamais prises en considération depuis 30 ans. Même si au cours de ces 30 années, les choses avaient évolué et toujours un peu plus dans le bon sens que nous réclamions et que nous continuons de réclamer. Lorsqu'on nous a relancé en fin d'année dernière avec les services de M. Ogdet pour avoir la gentillesse, ça nous a été présenté comme ça, de revenir à la table. Nous sommes gentils, Monsieur le Président. Oui, de revenir à la table des discussions au vu des éléments qui nous ont été présentés par M. Ogdet. On a cru effectivement, sur le papier, que les choses allaient dans le bon sens, de la simplification, de l'organisation, de l'implication plus forte des territoires concernés. Donc, nous avons dit, OK, nous revenons. Lorsque nous avons vu la circulaire qui est parue au mois de juillet et que nous avons lu attentivement, c'était quand même un petit pavé, on a dit, OK, on y va. Ça va dans le bon sens. Sur le papier, formidable. Enfin, formidable. Bien. On peut mieux faire, mais bien. Donc nous sommes venus à la réunion, je suis venu en personne à la réunion du 3 septembre. Puis on nous a expliqué. Puis, comme vous l'avez dit d'ailleurs, et puis les pharmaciens. Donc on peut se dire, comprimés d'iode, médicaments. Problème de santé publique, réseau obligatoire de passage par les pharmacies. Problème de santé publique, problème régalien. Donc on pouvait imaginer que toutes les pharmacies du rayon de 10 km, puisqu'on n'allait que dans ce rayon-là, allaient être concernées, s'impliquer, puisque rémunérées pour participer. Et j'ai eu un doute, et j'ai posé la question à la représentante de l'Ordre des pharmaciens. Est-ce qu'on est bien d'accord que toutes les pharmacies vont y participer? Parce que déjà, pour faire comprendre aux gens que s'ils sont dans le rayon de 10-20, ils ne sont pas concernés, et c'est que le 0,10, il ne faut pas bien comprendre, que si les gens qui sont quand même mobiles, ils habitaient dans le rayon 10-20 et maintenant dans le rayon 0,10 et qui continuent à aller voir leur médecin traitant avec les déserts médicaux, voire des pharmacies qui sont aussi en train de se diversifier, de se désertifier, le problème est prenant. Et on dit, ah non. Nous, on n'est que l'ordre des pharmaciens. La négociation de ce problème régalien, ce n'est pas entre l'État et l'ordre des pharmaciens, c'est entre celui qui paye EDF et les syndicats de pharmaciens. Moi, je me suis dit, c'est quoi cette affaire? Et quand j'ai dit, mais alors, combien il y aura de pharmacies qui vont y participer? Et qu'on m'a cité le chiffre de 250, vous avez mis 245, je me suis dit, mais donc ça veut dire que toutes les pharmacies du rayon ne vont pas participer? Ah non, c'est sur le volontariat. Je dis, attendez, c'est pas sérieux. Moi, je vais chez mon pharmacien, s'il n'est pas en capacité de me donner ce comprimé qui est un médicament santé publique, pour lequel il est rémunéré mieux qu'une boîte de Doliprane, et qu'on me dit, ah oui, mais vous comprenez, c'est pas aussi simple que ça. Effectivement, j'ai dit, c'est pas possible. Et on m'a dit, je me suis donc retourné vers EDF, que ben oui, c'était peut-être parce que EDF avait mal négocié avec les syndicats de pharmaciens. Alors, déjà, dans les précédentes campagnes, j'avais dit à Paul-Emmanuel Schuller, qui est là dans la salle, que dépenser 5 millions sur le compte d'EDF, ça faisait quand même beaucoup pour avoir un taux de pénétration de 27% de la dernière campagne, en moyenne. J'ai posé une deuxième question. Ça va mieux, les collectivités sont concernées. Comment on va comptabiliser les boîtes? Parce qu'on a été capable la dernière fois de dire que c'était 27% de taux de pénétration.
Et grâce au réseau des pharmaciens, rémunérés pour ça, on pouvait dire dans telle commune, de Vernon, je ne sais plus, hein, excuse-moi le nom de ta commune, Maïté, on peut dire qu'au Vinon, sur Vernon, il y aura eu tant de boîtes de distribuées. Et là, de dire, ah non, 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 les pharmaciens, cette fois-ci, n'ont aucune instruction de comptabiliser. Donc on sera pour cette campagne qui va dans le bon sens, dans l'incapacité, à la fin, de dire, autrement, il y a 145 000 boîtes qui auront été distribuées, mais on ne sait pas où, on ne sait pas dans quel secteur, on sait qu'il n'y aura que 245 pharmacies. Et quand j'ai posé à l'ordre des médecins la question, mais il y a 245 pharmacies, mais il y en a combien qui existent dans le rayon? Et qu'on m'a dit, on ne sait pas. Je dis, mais c'est pas possible. Alors, Nicolas Régny, vous voulez... Il y a beaucoup de choses dans beaucoup de l'intervention. sujets. Monsieur le Président, vous voulez peut-être compléter? Ok. Après, mais il nous reste 1 minute 12. Non, il y a beaucoup de choses dans l'intervention. Alors, déjà, sur le volontariat des pharmaciens, d'après ce qu'on me dit, mais ça ira peut-être des témoignages dans la salle, tous les pharmaciens participent. Enfin, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait qui refusaient de participer à cette opération. En tout cas, dans ceux qui sont concernés. Je dois dire aussi qu'ils ne sont pas tous dans le rayon, puisqu'à certains endroits, on a peu de pharmacies. Donc, entre guillemets, des pharmacies ont été associées, ont été partenaires au-delà du rayon des 10 km, largement. Voilà. Alors effectivement, vous avez dit que c'était, on l'a dit, que ça concerne prioritairement les habitants entre 0 et 10 km, mais je le redis, voilà, entre 10 et 20, on peut y aller, il n'y a aucun souci, même au-delà, comme je vous l'ai dit, c'était mon cas personnel, si je puis dire. Voilà, alors on fait une comptabilisation, effectivement, une comptabilisation sera faite au niveau des pharmaciens. Pour autant, avec l'ancien système où on avait les bons de retrait, ça ne garantissait pas que la personne était issue de la commune non plus. Donc vous voyez ce que je veux dire, les statistiques étaient intéressantes, c'est un ordre de grandeur, mais ce n'est pas une vérité scientifique. Donc, quel que soit d'ailleurs le système de distribution qu'on prendra, avec ou sans bon de retrait, avec pharmacien ou sans pharmacien, on aura toujours les problèmes de comptabilité et en tout cas de vérité scientifique à avoir. Il faut essayer de s'en rapprocher le plus possible, mais l'objectif qui nous concerne tous, c'est effectivement d'avoir une couverture maximum, j'ai envie de dire, quels que soient les moyens. Voilà. Et permanent, tout à fait. L'idée, effectivement, c'est soit pérenne, tout à fait. Donc ça, c'est clair, je pense que c'est la prochaine étape. Voilà, on procède par étapes. Encore une fois, c'est un médicament, on ne fait pas ce qu'on veut avec. Je rappelle d'ailleurs, c'est une circulaire du Premier ministre, ce n'est pas une circulaire du ministre de l'Intérieur, vous l'aurez noté, et le ministère de la Santé a son mot à dire sur le sujet. Voilà, je n'en dirai pas plus. Vous pouvez baisser le bras, je vais vous passer le micro, monsieur. Je crois que Bernard de Rosuc voulait compléter. Oui, il est allumé, mais je vous passe le micro juste après. Un complément du président de l'ASN. Oui, merci. Oui, en fait, moi, je voulais évoquer la question de la durée de l'action. Le mot permanent vient d'être cité, et moi, sauf erreur de ma part, je n'ai vu nulle part dans la circulaire du Premier ministre des mots qui indiquent la manière dont cette sensibilisation de la population va perdurer dans le temps. On ne parle que de campagne. Et c'est un peu inquiétant parce qu'on évoque également le fait que la posologie ayant évolué, la durée de péremption des comprimés d'iode pourrait être plus longue, voire s'approcher d'une dizaine d'années. Les territoires vivent, les populations changent, il y a de nouveaux arrivants. On peut avoir raté une première campagne et peut-être réussir, parce qu'il s'est passé un événement, une certaine sensibilisation, une deuxième campagne de distribution. Moi, je voudrais comprendre et savoir de votre part, puisque vous avez vous-même réagi à l'instant sur le mot continuité ou le mot durée, quelles sont concrètement les actions qui sont envisagées dès lors que, d'une certaine manière, vous avez décidé de mettre beaucoup d'énergie avec EDF, qui en est le financeur, sur les actions de communication. Envisagez-vous que ces actions de communication se réalisent de manière régulière? À quelle fréquence? Toujours avec les mêmes acteurs ou avec d'autres? Tout à l'heure, nous évoquions le rôle particulier que la SNR devra jouer sur le développement d'une culture de radioprotection. Comment les choses sont-elles envisagées au-delà de cette campagne? Alors, je rappelle que la campagne de communication ne concerne pas que EDF, et le CEA, ça concerne aussi les sites militaires, il faut le souligner. Alors tout d'abord dire que effectivement, donc sur l'aspect péremption des médicaments, il y aurait beaucoup à dire, parce que je me souviens quand je reviens à mes souvenirs de la CLI de Saint-Laurent-des-Eaux, Michel Amert, qui était prof de physique ou de chimie, il nous disait que le lieu de stable, c'est stable sur 100 ans, on pourrait le garder 100 ans dans sa pharmacie. Voilà, pour vous dire voilà, pourquoi on a introduit des dates de péremption.
c'est pour pouvoir sensibiliser et redistribuer pour s'assurer que les gens aient bien les comprimés. Donc il n'y a pas de système idéal sur le sujet, c'est certain. Il y a certaines personnes qui gardent bien précieusement dans leur pharmacie, et puis d'autres qui ménagent souvent, qui les perdent. Voilà, donc il y a vraiment des situations différentes. Donc le choix qui est fait actuellement pour les publics, c'est une piqûre de rappel, une campagne régulière. Alors on est sur de l'événementiel, effectivement. On aime bien l'événementiel pour la communication. Pour autant, il faut pérenniser les choses. Donc l'idée, effectivement, c'est d'arriver à quelque chose qui soit non plus une campagne, mais qui soit une distribution permanente. Voilà. Je tiens à rappeler d'ailleurs que dans les pharmacies autour des sites nucléaires, il y avait possibilité des années après la campagne officielle de récupérer des comprimés. L'accord avec EDF ne se finissait pas 6 mois après. Donc il y a une campagne de lancement en 2024-2025. Pour autant, l'idée, c'est que ça puisse se perdurer dans le temps. Monsieur, vous avez le privilège de la toute dernière question avant la pause déjeuner. Bonjour. Oui, bonjour. Non, d'accord, tablette, très bien. Bonjour. Donc, Patrick Maupin, membre de la CEPENSO Gironde, qui est affiliée à France Nature Environnement, et membre du bureau de Laclin du Blayais, dont je salue ici la présence du président et d'autres membres. Moi, j'avais une question très politique, Monsieur Rény. Non, mais ça va être pas très de politique, court. moi. Non, enfin, la politique publique au sens noble du terme, Monsieur Rény. D'accord. Monsieur Rény, pardon, excusez-moi. Mais si vous déjeunez après avec nous, je pourrais continuer un peu parce que je veux pas. Oui, je suis d'accord. Je veux pas monopoliser l'auditoire. J'ai une question très politique en ce sens que, si vous voulez, comme Monsieur Delalonde vient de le dire, il y a quand même une compétence régalienne qui est celle de l'État. Alors, je ne vous citerai pas évidemment le Code de la sécurité intérieure que j'ai sous les yeux. J'en cite simplement une phrase, que l'État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens. Donc, sur cette base-là, quand même, nous, en tant qu'associatifs, on s'étonne un peu que là, dans la campagne qui est menée, clairement, l'État ait laissé la main en fait à EDF, puisque c'est EDF effectivement qui prévoit ces campagnes de communication auprès des pharmaciens, alors que la précédente campagne, alors c'était effectivement dans le rayon 10-20, avait fait l'objet de réunions publiques qui étaient organisées par vos collègues, n'est-ce pas, des sous-préfets. Et donc cette campagne de communication avait été faite au plus près du terrain, si je puis dire. Donc ça, c'est la première question qui est très politique, effectivement. La deuxième question, c'est en fait, s'agissant évidemment de la récupération des statistiques qui pourront être faites là, à l'occasion de cette campagne. Alors comme vous l'avez dit, nous, on peut que évidemment s'exprimer en disant c'est bien qu'il y ait de la souplesse, comme vous l'avez dit, sauf que même y compris s'agissant quand même d'une question importante qui est celle de la façon dont les ERP pourront quantifier la façon dont ils ont récupéré leurs comprimés. Comme vous le savez, ce document qui est le courrier que les préfectures ont envoyé à tous les ERP indique que éventuellement les établissements peuvent refuser l'utilisation des données de ce bon. Ça veut dire qu'effectivement, des ERP qui auront coché cette case ne seront pas enregistrés auprès de la pharmacie. Donc, il y a quand même un problème quand même de fond qui est comment l'État va pouvoir ensuite donner, alors à part dire, bon, évidemment, on a distribué 145 000 boîtes de comprimés, et là, sur les ERP, ça concerne à la fois, évidemment, les salariés, mais également les usagers. Et donc, c'est quand même aussi un problème, je pense, de fond sur le plan politique. Voilà. Oui, alors, déjà sur le chiffre, tout le monde parle de 145 000, mais on espère en distribuer plus. Franchement, 145 000, c'est les premiers approvisionnements, mais si on peut faire plus, on va faire plus. Clairement, l'idée, c'est vraiment d'avoir une couverture maximum. Alors, sur la possibilité, effectivement, alors ça concerne probablement plutôt les chefs d'entreprise que les chefs d'établissement recevant du public. Il y a effectivement cette possibilité, je ne pense pas qu'elle soit très hésitée. Voilà, bon, effectivement, c'est un problème de droit, si vous voulez, de droit générique, si je puis dire, qui peut permettre effectivement à certains de ne pas pouvoir communiquer sur le sujet. Mais je ne vois pas vraiment l'intérêt, je ne suis pas sûr que ça se fasse beaucoup. En tout cas, j'espère que ça ne se fasse pas, en tout cas, c'est certain. Voilà, puis vous avez d'autres remarques que j'ai perdues en route, pardon, excusez-moi. Alors, non, on n'a pas laissé l'opération de com à EDF, c'est EDF qui finance l'opération de com. Mais le support est fait en lien, bien sûr, avec les autorités publiques. Non, c'est pas. Encore une fois, la responsabilité de l'État est pleine et entière sur le sujet. EDF est le financeur des opérations.
Il est responsable, je dirais, du financement, mais pour autant, c'est une responsabilité de l'État. Et je dois dire qu'on ne compte pas que sur EDF et voir les autres sites, parce que je rappelle qu'il y a d'autres exploitants. On parle beaucoup d'EDF aujourd'hui, c'est normal, puisque c'est les principaux concernés. Je rappelle aussi que l'État ne compte pas que sur les exploitants pour la distribution des comprimés d'iode. Je rappelle qu'en France, il y a ce qu'on appelle un plan iode qui est décliné dans chaque département, qui prévoit on a des stocks stratégiques dans chaque département, auprès de pharmacies centrales, pour pouvoir distribuer au cas où à l'ensemble de la population, et pas seulement, entre guillemets, aux gens qui seraient près des sites nucléaires, des comprimés d'iode. Donc voilà, il y a une stratégie globale beaucoup plus importante, et l'État a toute sa responsabilité dans la protection de la population sur ce sujet. J'ajoute que de son côté, l'Ancli va mettre à disposition des outils de communication sur la campagne iode qui viendront compléter. Je continue les questions qui sont sur les tablettes. Les cerveaux primant sur les estomacs, nous allons jusqu'à 12h15. Prévenez vos estomacs. Alors, les foyers ne recevront plus de courrier. Comment, à partir de maintenant, sera-t-elle informée? Est-ce qu'on compte sur l'affiche dont vous avez parlé? Ce sera les supports principaux pour faire connaître qui vont remplacer ce courrier? Oui, alors avec oui, le bon de effectivement, retrait. par le passé, effectivement, les gens recevaient un courrier d'explication, un petit support de communication et le bon à retirer. On sait qu'aujourd'hui, le courrier, on a parlé d'adaptation moyen moderne de communication, c'est malheureusement qu'aujourd'hui, le courrier, il n'est plus beaucoup utilisé. Effectivement, il y a d'autres moyens de sensibiliser nos concitoyens. J'entends le mot SMS dans la salle. Oui, SMS, bien sûr, tout à fait. Oui, bien entendu, tout à fait. Donc, on sait bien qu'aujourd'hui, nous-mêmes, on n'écrit plus beaucoup de courriers, on lève beaucoup moins sa boîte. Donc, voilà, c'est un support, pourquoi pas localement, qui peut être utile, qui peut être sur certains secteurs localisés, très ruraux, par exemple, je ne sais pas, qui peuvent être restés d'actualité. Mais pour autant, aujourd'hui, le courrier personnalisé qui a atteint ses limites et qui a de plus en plus ses limites n'est aujourd'hui plus le vecteur de communication auprès du grand public qui est favorisé. Voilà. Même s'il n'y a pas d'exclusif là-dessus. Je continue. Oui. Oui. Vous pouvez apporter un micro à monsieur, s'il vous plaît? Tout à fait. Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, c'est le cas des plans communautaires de sauvegarde. Voilà. Effectivement, les supports de communication, j'aurais dû le dire tout à l'heure, les supports de communication qui sont mis à disposition par les préfectures peuvent être mis en ligne, et c'est déjà le cas sur certaines communes. Ceux qui ont des sites internet, ils peuvent le mettre, bien entendu. Que fait-on des vieilles boîtes? Avez-vous demandé de les rapporter en allant chercher les nouvelles? Alors oui, effectivement, on propose aux personnes de ramener les boîtes en pharmacie. Tout à fait, c'est du cadre classique maintenant du traitement et du recyclage des médicaments. C'est intégré à l'information de base. Comment fait-on pour les sites touristiques, par exemple la plage de Dieppe, qui est entre Palluel et Panly, je crois? Alors, les sites touristiques, quand il y a un établissement du public, donc c'est pris en compte. Mais effectivement, pour les lieux fréquentés par le public de manière plus générique, effectivement, il s'agit de voir avec le maire local si effectivement il peut avoir un stock un peu stratégique qui soit fait. Alors, j'avoue que j'ai pas été confronté dans ma carrière j'ai pas eu la chance d'être en poste au bord de la mer, donc j'ai pas été confronté à ce genre de sujet, mais je suppose qu'effectivement il y a des solutions qui existent sur le sujet. Et il peut y avoir peut-être des témoignages dans la salle sur le sujet d'ailleurs. J'ai vécu à Dieppe en effet. Pardon? J'ai vécu à Dieppe. D'accord. La plage à Dieppe, je suis pas sûr qu'elle soit la plus fréquentée, mais qu'elle soit très fréquentée. Oh. Pardon. Oh si. Autant pour moi, j'irai. Pas juste avant le déjeuner, Nicolas. Non. Si j'ai beaucoup de chance, la prochaine fois, je serai nommé sous-préfet de Dieppe, donc j'irai tester moi-même. Alors, pourquoi une péremption à 10 ans, mais vous l'avez expliqué, normalement elle est sur 100 ans. Enfin, j'ai pas dit 100 ans, mais c'est ce que disait Michel Hébert il y a quelques années. Mais en tout cas, l'iode stable, par définition, c'est assez stable. Donc, effectivement, l'idée des pouvoirs publics a été faite dès le départ, il y a maintenant 25-30 ans, c'est d'instaurer une date de péremption pour pouvoir renouveler le stock, si vous voulez, pour resensibiliser les gens. Voilà. Refaire une campagne de communication. Mais aujourd'hui, on peut très bien se joindre de la campagne de communication, de la distribution de comprimés d'iode. C'est d'ailleurs ce que suggère M. le Président de l'autorité de sûreté. Il y a des questions sur les pratiques à l'étranger, notamment une remarque sur le fait qu'en Suisse, le rayon du PPI est de 50 km, et puis une autre question qui vous pose ouvertement la question, l'Angleterre, Canada, Japon, est-ce que vous savez quelles zones sont concernées autour des centrales? Voilà, est-ce que la France s'inspire ou se coordonne avec les autres pays? Alors, il peut y avoir effectivement des dispositions différentes d'un pays à l'autre. Alors, on parlait de la Suisse, des rayons de 50 km. Est-ce que la Suisse a un plan iode pour couvrir le reste du territoire
national, je ne sais pas. Je suis qu'un Donc, modeste animateur. Oui, tout à fait. Et je vous remercie de me poser la question. Non, ce que je sais, pour avoir rencontré à une époque des dirigeants d'autres pays, il y a certains pays qui réservent la distribution de comprimés de iode aux personnes qui sont ciblées en priorité, qui sont les nourrissons, les enfants, les femmes enceintes. Voilà, il y a des pays où il n'y a pas de distribution générale et préventive. Merci beaucoup Nicolas Régny. Merci beaucoup d'être intervenu. C'est l'heure de la pause. Monsieur, vous levez la main. Je reste au déjeuner, donc si vous voulez. Allez, vous avez le droit à l'ultime question, c'est-à-dire L'ultime. celle après les applaudissements quand même. Oui, ça passe. Courte, d'accord, courte, Très monsieur. courte, Vous êtes d'accord. Jacques Terraché, toujours de Civaux. Qui dit prise de comprimés d'iode dit accident nucléaire. Forcément, il y a un nuage qui passe, il faut se prémunir. Bon, 20 km avec une météo moyenne, c'est 1 heure de vent à peu près en moyenne. Voilà. Au-delà, il faut passer, et ça répond aux questions qui viennent d'être abordées, au plan Orsec iode. Voilà. Donc il serait peut-être bon, c'est une suggestion, de profiter de cette campagne de distribution d'iode pour informer le reste de la population qui vit au-delà des rayons de 20 km de l'existence d'un plan Orsec iode. Terminé. Oui, allez-y Nicolas. Je souscris complètement effectivement à votre proposition. Effectivement, c'est des choses sur lesquelles il y a très peu de communication qui doit être faite jusqu'à présent. Alors, comme dans ce cadre aujourd'hui, quand on a des réunions publiques, on est amené à donner ce genre de précision aux concitoyens qui nous posent la question. Mais il est vrai qu'il n'y a pas de campagne générale sur le sujet, tout à fait. Allez, un grand proposition merci. à suivre. Un grand merci. On se retrouve à 13h30 pour la suite.